Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être une nouvelle fois présent ici. En fait, chaque automne, depuis maintenant un certain nombre d'années, je viens à Philanthropos pour un enseignement qui est intitulé « La connaissance de l'homme par la littérature ». Alors chaque année, Fabrice et moi choisissons un roman que les étudiants ont spécifiquement à lire. Cette année, il s'agissait des Fiancés de Manzoni. Et la première fois, qui remonte maintenant à un nombre d'années que je ne saurais pas déterminer avec exactitude, 9 ans, bon. Il s'agissait d'un roman de Max Frisch intitulé Homo Faber. Alors ce roman avait été choisi à double titre, d'une part parce qu'il n'était sans doute pas mauvais de débuter ici en Suisse par un auteur suisse, et puis d'autre part, il n'est guère de livres qui correspondent mieux aux propos que j'essaye d'exposer. Alors c'est de ce livre que je voudrais aujourd'hui repartir, et donc je vais commencer par un mot à propos de ce roman pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors le titre du roman de Max Frisch, Homo Faber, est un jeu de mots, puisque d'un côté, Homo Faber, c'est une façon de désigner l'homme en tant que fabricateur et utilisateur d'outils. Et d'un autre côté, Faber est le patronyme du personnage central du roman qui s'appelle Walter Faber. Alors ce Walter Faber se montre tout à fait fidèle à son patronyme en ce que c'est un personnage qui ne revendique d'intérêt que pour la technique. Dans sa jeunesse, il fréquentait une jeune femme du nom d'Anna, une jeune femme juive qui se moquait de ce penchant exclusif en le surnommant Homo Faber. Alors, quand le roman débute, on trouve Walter Faber âgé d'une 50aine d'années et qui travaille en tant qu'ingénieur pour l'UNESCO. Et à ce titre, il parcourt le monde afin d'installer des turbines dans des pays qu'on appelle aujourd'hui en voie de développement et afin de répandre donc sur la planète les bienfaits de la technologie moderne. Alors, entre ses missions, il séjourne dans un appartement de New York où, célibataire, il entretient une liaison assez distraite, disons, et sans conséquence, avec une jeune femme nommée Ivy. Bon, il se trouve qu'il doit se rendre à Paris, qu'au moment de se rendre à Paris, tous les vols sont complètement pleins, et donc finalement il va se résoudre, pour ne pas trop attendre, à prendre un paquebot. À l'époque, il existe encore des paquebots qui font la liaison entre New York et Le Havre. Et ce qui va se passer, c'est qu'au cours de cette traversée entre New York et l'Europe, il va rencontrer une jeune fille et pour la première fois depuis très longtemps, dominé par son affectivité, il va tomber amoureux de cette jeune fille. Alors cette jeune fille lui apprend qu'une fois qu'elle sera arrivée en France, elle doit traverser toute l'Europe pour rejoindre sa mère qui est une archéologue et qui habite Athènes. Et Walter Faber, tombé amoureux de cette jeune fille et en même temps inquiet de lui voir traverser toute seule l'Europe, va se décider de l'accompagner au cours de ce voyage. Alors qu'ils vont tous les deux traverser l'Europe, donc en passant par Paris, Avignon, Rome, puis jusqu'à Athènes. Alors chemin faisant, ils deviennent amants. Mais il se trouve que cette jeune fille, Elisabeth, n'est autre que l'enfant dont Anna était enceinte au moment où Walter Faber et elle, 20 ans plus tôt, se sont séparés et que Faber, quittant l'Europe, est parti pour l'Amérique. Et il était alors persuadé que la jeune femme enceinte qu'il laissait derrière lui, allait avorter, ce qu'elle n'a pas fait. Alors il se trouve que de multiples indices auraient dû avertir Walter Faber qu'Elisabeth était sa fille, mais il les a tous repoussés. Et finalement, à la fin du roman, ils se trouvent tous les deux sur une plage grecque
Et c'est à ce moment-là que les yeux d'Élisabeth se dessillent et qu'elle comprend elle-même que son amant, Walter Faber, n'est autre que son père. Et le choc qu'elle éprouve quand elle en prend subitement conscience la fait tomber du rocher où elle était debout, un rocher qui ne mesurait que 2 mètres, une hauteur d'homme, mais qui va entraîner un traumatisme cérébral dont elle meurt. Bon, voilà la trame, du roman. Alors, pourquoi Max Frisch écrit-il une telle histoire ? Le roman de Max Frisch a été publié en 1957 et il se trouve que 8 ans plus tôt, en 1949, donc, avait paru l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss intitulé « Les structures élémentaires de la parenté ». Et dans ce livre de Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, la prohibition de l'inceste y apparaît non comme un interdit parmi d'autres, mais comme un interdit absolument fondateur de l'humanité. Claude Lévi-Strauss fait de l'interdit de l'inceste véritablement ce qui fait passer de l'animalité à l'humanité. Alors, on peut discuter la thèse. Il y aurait aussi énormément à dire sur la justification que donne Lévi-Strauss du caractère fondateur de l'inceste. Bon, il en fait une loi de l'échange. Bon, il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais peu importe ici. Ce qui compte n'est pas la justification que donne Lévi-Strauss de l'apparition de l'interdit de l'inceste, mais c'est le fait de considérer l'interdit de l'inceste comme un interdit fondateur de l'humanité. Et alors à ce moment-là, que voit-on dans le roman de Max Frisch, Homo Faber ? On voit un homme, Walter Faber, qui entend se situer à l'extrême pointe de la modernité, qui ne croit qu'à la technique la plus sophistiquée et qui consacre toute sa vie à répandre cette technique sur toute la surface du globe. Et en fait, on voit ce personnage, donc, qui, tout en se prétendant à la pointe de l'humanité, et précisément pour cela, va en venir à enfreindre un interdit immémorial constitutif de l'humanité. Vous voyez ce paradoxe de celui qui se voit comme étant le plus moderne et qui finalement va retomber dans une infra-humanité puisqu'il en vient à enfreindre cet interdit de l'inceste dont Lévi-Strauss faisait un critère même de passage à l'humanité. Autrement dit, à travers le personnage de Walter Faber et de son destin, Max Frisch entend nous rendre sensibles à un risque majeur qui pèse sur l'humanité d'aujourd'hui, à savoir l'involution qui menace une culture quand celle-ci perd contact avec ce qui la fonde et quand elle s'enivre tant de ses progrès qu'elle néglige, méprise et finalement détruit des strates antérieures qui continuaient de la porter. L'intitulé général de ces journées, c'est « Comment rester humain aujourd'hui ?» Et j'évoque pour commencer ce roman de Max Frisch, puisque à travers le personnage principal d'Homo Faber, eh bien, Max Frisch nous montre comment une humanité aujourd'hui qui se croit affranchie de beaucoup de toutes les limites qui pesaient sur elle par le passé et complètement s'accomplir, en fait, est menacée de retomber dans un état infra-humain. La culture de Walter Faber se voulait exclusivement scientifique. Le reste, il refusait d'en entendre parler. Il lisait exclusivement des rapports, des revues scientifiques, jamais de romans. Il s'intéressait aux dernières réalisations techniques, pas aux témoignages du passé. Quand avec sa fille, il traverse l'Italie pendant qu'elle va visiter les musées, lui, il s'émerveille sur les dernières machines à écrire Olivetti. Et les événements vont montrer qu'il a négligé une chose, c'est qu'il est de très vieilles histoires qui détiennent sur l'homme et les forces qui le travaillent
un savoir que ni science ni technique ne peuvent apporter. Et rien dans ce à quoi Walter Faber accordait de l'attention ne le mettait en garde contre certains périls, si bien connus en revanche des anciens mythes, et des périls dont il devient d'autant plus la proie qu'il ne croyait pas à leur existence. En fait, il se trouve qu'avant de s'adonner éventuellement à la science, il faut accéder à l'humanité et s'y maintenir. Et c'est bien de cela, encore une fois, dont il est question dans ces journées intitulées « Rester humain aujourd'hui ». Alors, à ce sujet, je vous propose de concentrer maintenant notre attention sur un point tout à fait essentiel, je veux dire la parole, qui se trouve exposée actuellement à des menaces tout à fait inédites. Et des menaces qui tiennent au fait que l'on perd de vue les conditions fondamentales à un usage sain et fécond de la parole. Alors, pour comprendre de quoi il retourne, il me semble utile de revenir à un épisode décrit par Freud dans un ouvrage relativement tardif dans son œuvre qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir ». Ça doit être un livre qui doit dater de 1920, je crois. Alors Freud, il parle d'un enfant. Alors on sait aujourd'hui que l'enfant en question était Ernst, l'aîné de ses petits-enfants, né en 1914. Donc Freud parle d'un enfant qu'il a vu s'adonner au jeu suivant. L'enfant a à sa disposition une ficelle au bout de laquelle est attachée une bobine. L'enfant est dans son petit lit. Alors vous savez, c'est un lit avec des parois parce que pour les petits-enfants, pour éviter qu'ils ne puissent tomber, donc c'est un lit d'enfant avec des parois relativement hautes. L'enfant est couché dans son lit. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend la bobine et il la jette par-dessus le bord de son lit. Donc elle disparaît, mais il garde dans la main le bout de la ficelle. Et une fois que la ficelle... alors, quand il lance la bobine, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça, il prononce un « O » prolongé qui correspond... Il commence tout juste à parler, qui correspond au « Fort » en allemand, qui veut dire loin, là-bas. Et puis, une fois que la bobine a disparu, il tire un coup sec sur la ficelle, et à ce moment-là, la bobine revient à l'intérieur du lit, et à ce moment-là, il dit « da », qui veut dire « là ». Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle du jeu du fort da, puisque Freud le voit répéter inlassablement ce jeu de jeter la bobine par-dessus le bord de son lit et la faire revenir, en accompagnant cette disparition de la bobine du haut qui veut dire forte et de sa réapparition et la faisant réapparaître en disant da, là. On pourrait dire en français le jeu du pas là, là, si vous voulez. Alors Freud interprète le jeu comme suit: la disparition de la bobine au-delà du lit, puis sa réapparition quand l'enfant tire sur la ficelle, mime selon lui le départ de la mère, puis son retour. Et par ce jeu, l'enfant sort de la passivité qui était la sienne face aux alternances d'absence et de présence de sa mère. Il devient actif puisque c'est comme si c'était lui qui commandait le départ de sa mère et son retour. Et donc il se donne à ce moment-là une impression de maîtrise, de domination à l'égard de ce que dans la réalité il est amené à subir. Mais un fait essentiel mérite d'être souligné: le jeu avec la bobine n'est pas muet, il est accompagné de la parole. C'est pour ça qu'on parle du jeu, Freud ne parle pas du jeu de la bobine qui disparaît et réapparaît, mais du jeu du fort da, c'est-à-dire des mots que prononce l'enfant avec la disparition et la réapparition de la bobine. Comme si c'était la parole
et non les gestes du bras qui commandaient la disparition de la bobine et sa réapparition. Et en fait, à travers ce jeu, l'enfant découvre la liberté extraordinaire que la parole accorde à l'égard du monde, parce qu'elle permet d'en évoquer les innombrables configurations sans que celle-ci ait besoin d'être actuellement présente. Le jeu de la bobine, accompagné des mots fortes et da, participe de cette entrée dans le langage. Alors, cela étant, le pouvoir merveilleux que donne la parole, de pouvoir rendre présent l'absent, je peux parler par exemple de quelqu'un qui n'est pas là, donc la parole a ce pouvoir extraordinaire en fait de pouvoir évoquer ce qui n'est pas là, de rendre présent d'un certain point de vue ce qui n'est pas là, mais en fait la parole a aussi une contrepartie. Elle introduit la possibilité de l'absence au sein de toute présence. Parce que quand je dis quelque chose, je pourrais toujours prononcer la même phrase, mais négative. Si je parle de quelqu'un, je pourrais aussi, en fait, je le fais être présent, mais je peux aussi, par la parole, nier sa présence. Donc la parole permet d'évoquer ce qui n'est pas là, comme s'il était là, mais tout ce qui est là s'accompagne aussi de ce fait d'un latent ne pas être là. Et alors on mesure ce qui se joue de l'enfant à la mère quand l'enfant se met à parler, même si le premier mot prononcé par l'enfant est « maman », cette parole, malgré tout, décolle l'enfant de la mère. Parce que cette parole établit certes un lien entre l'enfant et sa mère, mais sur un fond de décollement. Et on pourrait dire qu'est-ce que c'est que la langue maternelle ? C'est la langue où nous nous sommes décollés de maman. Alors, cela étant, sitôt la perspective de complétude mère-enfant démentie, une nouvelle figure de la complétude va se présenter, la complétude dans le monde des mots. L'enfant qui a pris une certaine distance vis-à-vis de sa mère en entrant dans le langage, évidemment, cette distance peut toujours être annulée par l'étreinte, mais même au sein de l'étreinte, une fois qu'on est un être parlant, on sait que cette étreinte peut avoir un terme. Tandis que donc en fait, il y a une forme de complétude qui n'est plus accessible, si tant est qu'elle l'ait jamais d'ailleurs été avant. Il se peut très bien qu'en fait, on fantasme une forme de complétude d'avant le langage qui n'a jamais existé. Mais il va y avoir une nouvelle forme de complétude qui va se présenter, c'est la complétude dans le monde des mots. Les mots décollent du monde a priori, peut-être, mais peut-être ont-ils aussi le pouvoir d'annuler toute séparation en absorbant en eux les choses, en réduisant les choses à n'être rien d'autre que leur docile corollaire. Et cette tentation, on la voit tout à fait présente dans le jeu du forte da du petit Ernst, avec la bobine, parce que tout se passe comme si la présence ou l'absence de la bobine, ou de la mère dont elle est le substitut, n'étaient que les répondants immédiats des mots da et forte qu'il prononce. Comme si la parole exerçait un pouvoir magique sur le monde. Et donc un nouveau travail pour l'enfant va être nécessaire afin de dissiper cette illusion. Je voudrais faire ici une remarque. Imaginez un petit enfant qui est resté un moment tout seul au salon et qui, en jouant au ballon, a cassé un vase. Bon, ses parents réapparaissent au salon et constatent que le vase est cassé. Évidemment, ils ne sont pas très contents. Et une tentation qui va visiter le petit enfant, c'est dire « c'est pas moi ». Et en fait, vous voyez, pour les adultes, cette parole du petit enfant qui dit « c'est pas moi » va être interprétée comme un mensonge.
Mais en fait, pour le petit enfant, au départ, ce n'est pas un mensonge. Il a cassé un vase, il se retrouve dans une sale situation. Il essaye de s'en sortir en disant « c'est pas moi ». Bon, parce que justement, il y a un pouvoir magique des mots qui pourrait dire « ben voilà, c'est pas moi et tout va bien ». Et c'est la réaction de ses parents qui vont refuser cette parole, qui vont dire « si, c'est toi », qui va apprendre à l'enfant qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et que quand on a effectivement cassé le vase en jouant au ballon, ensuite on ne peut pas dire c'est pas moi. Et c'est seulement à travers la réaction de ses parents qui refusent cette parole qu'il va comprendre que cette parole qu'il avait prononcée en fait est interdite et qu'à ce moment-là il va avoir la notion du mensonge. Mais vous voyez, la notion du mensonge, elle doit être construite. Et la réaction première du petit enfant qui est de dire « c'est pas moi », en fait, vous voyez, il est comme le petit Ernst qui joue au forte da, en fait, comme si le monde obéissait à la parole. Et bien là, en fait, il essaye, et puis il constate que là, ça ne marche pas. Mais vous voyez, c'est la réaction de ses parents qui lui apprennent précisément que dans ce cas-là, la parole ne marche pas. C'est le refus des adultes d'accepter l'échappatoire du « c'est pas moi » qui lui enseigne que les mots prononcés doivent correspondre aux faits. Et dans son enquête, Hérodote rapporte ceci, que chez les anciens Perses, les garçons entre 5 et 20 ans apprenaient essentiellement 3 choses. Je cite, « monter à cheval, tirer à l'arc et dire la vérité ». C'est ça que j'avais choisi comme titre pour cette allocution. Alors, vous voyez, ce qui est très étonnant dans cette juxtaposition, c'est de voir placer sur le même plan 2 disciplines qui concernent le corps, monter à cheval, tirer à l'arc, et une discipline qui concerne l'esprit, dire la vérité. Mais en vérité, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que dans le registre humain, corps et esprit sont toujours liés. Monter à cheval est aussi une discipline de l'esprit. Le cavalier doit s'accorder à sa monture, et pour s'accorder à sa monture, il est obligé aussi de faire... évidemment, ça passe par son corps, mais ça implique aussi l'esprit. De même, le tir à l'arc, et ce n'est pas pour rien que le kyudo, le tir à l'arc, fait partie des arts martiaux japonais. Ça demande une très très grande maîtrise du corps qui ne s'acquiert justement que par une discipline aussi de l'esprit. Et réciproquement, dire la vérité est aussi une discipline du corps. Parce que ce que fait son corps, les mots doivent s'y conformer, et ce que l'on dit, le corps doit s'y conformer. Et donc la parole doit être nouée au corps. Il y a quelque temps, lors d'un voyage en train, je voyais aller et venir un petit garçon dans le couloir du wagon, qui ne cessait de courir en criant, en poussant des cris perçants. Et à chaque fois qu'il passait au voisinage de sa mère, celle-ci lui ordonnait de venir s'asseoir auprès d'elle, de rester tranquille, en pure perte. Et alors, de temps en temps, elle agitait par saccades sa main auprès de son propre visage en disant « Tu vas finir par en prendre une ». Bon, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le voyage a duré un bon moment et le petit garçon n'en a jamais pris une. Et pourquoi pas, mais je pense que cette mère aurait mieux fait de ne rien dire, parce que par ses avertissements et ses mouvements de main jamais suivis d'effet, elle signifiait à son fils que les paroles et le corps constituent 2 ordres séparés, indépendants, complètement indépendants l'un de l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait une menace
par la parole d'un geste, mais comme le geste ne venait jamais, finalement, ça disait que le registre de la parole et le registre des actes, en fait, c'était deux mondes complètement indépendants. Et donc, à ce moment-là, je pense que non seulement elle ne l'éduquait pas, mais elle lui prodiguait une anti-éducation. Alors, au passage, il faut bien dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour aider les parents dans leurs tâches, et l'enfant, dans le couloir du train, en profitait. Il pouvait d'autant mieux passer outre les avertissements de sa mère qu'il sentait que dans le monde tel qu'il est, elle n'oserait pas mettre sa menace à exécution. Alors, il est évident qu'il est bon et nécessaire de protéger les enfants des abus révoltants dont ils peuvent être l'objet, dont ils peuvent être les victimes, mais en revanche, il n'est pas bon qu'au nom des Cosettes martyrisées par les Thénardier, les adultes en général et les parents en particulier se retrouvent, au sens littéral du terme, paralysés, comme privés de corps. Parce qu'au lieu de garantir les liens entre les mots, les corps et les choses, l'instance sociale semble désormais travailler contre leur établissement. Et nombre de phénomènes contemporains trouvent, à mon avis, là leur origine. Alors, une manifestation particulièrement spectaculaire de la déliaison entre la parole et le corps, dont il a déjà été abondamment question jusqu'ici, s'observe dans la vogue actuelle du transsexualisme. La découverte de la différence des sexes est pour le petit enfant une expérience décisive. Dès lors que l'humanité est composée non pas d'êtres humains secondairement masculins ou féminins, mais est composée d'hommes et de femmes, et que chacun est soit homme, soit femme, mais pas les deux à la fois, aucun être humain ne peut prétendre incarner le tout de l'humanité. Le partage sexuel vient donc démentir les fantasmes de toute puissance. Avec le partage sexuel, c'est une réalité fondamentale qui s'impose. Je peux citer ici les termes du psychanalyste Jacques Lacan. Que le sexe, ça soit réel, ceci ne fait pas le moindre doute, et sa structure même, c'est le duel, le nombre 2. Quoi qu'on en pense, il n'y en a que 2, les hommes, les femmes, dit-on, et on s'obstine à y ajouter les auvergnats. C'est une erreur. Au niveau du réel, il n'y a pas d'auvergnat. Ce dont il s'agit quand il s'agit de sexe, c'est de l'autre sexe, même quand on y préfère le même. Alors, un mot pour clarifier cette référence un peu curieuse de Lacan aux auvergnats. En fait, Lacan fait référence à une anecdote qui a pour cadre la guerre d'indépendance américaine. Vous savez que des contingents français ont participé à cette guerre d'indépendance américaine, parce que quand on pouvait donner un coup de main aux ennemis des Anglais, les Français n'allaient pas se priver. Donc il y a un contingent français qui a participé à cette guerre d'indépendance américaine, commandé par le maréchal de Rochambeau. Et alors, à la veille d'une bataille, George Washington, le général en chef américain, et Rochambeau visitent les campements, et Washington est absolument stupéfait de voir les soldats d'un régiment d'Auvergne danser une danse endiablée, une bourrée endiablée. Et à ce moment-là, il se tourne vers Rochambeau et il lui dit « Quels sont donc ces soldats qui se battent comme des hommes et qui dansent comme des femmes ?» Et à quoi Rochambeau aurait répondu « Ni homme, ni femme, tous auvergnats. » Voilà. Et donc, je rappelle maintenant ce que dit Lacan, il n'y a que 2 sexes, les hommes, les femmes. Au niveau du réel, il n'y a pas d'auvergnat. Voilà, c'était le jeu auquel se livrait Lacan. Alors, une autre chose que je peux signaler, c'est qu'autrefois, pour dire à quel point la latitude législative du Parlement anglais était immense, on disait de cette assemblée qu'elle pouvait tout faire, excepté faire d'un homme une femme et d'une femme un homme.
Et vous voyez que dans cet adage, la différence sexuelle représentait la limite par excellence, celle qui faisait qu'en ce monde, précisément, il y a des limites, il y a de l'impossible. Et on comprend que réciproquement, donc, la différence sexuelle va représenter un véritable abcès de fixation pour la toute-puissance imaginaire qui va être elle-même favorisée par un usage incontinent du langage. Jusqu'à une date récente, les personnes qui s'adressaient aux tribunaux français pour obtenir une modification du sexe inscrit sur leur état civil se voyaient opposer le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Ce n'était pas possible de changer son sexe dans l'état civil. En 1992, cependant, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la France violait sur ce point la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et suite à cela, la Cour de cassation française, la plus haute juridiction française, a dû modifier sa position en estimant, je cite, que lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à sa vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence. Bon, vous voyez, ça c'est 1992. La juridiction française est obligée de s'aligner sur ce qui a été décrété au niveau européen et d'admettre les changements de sexe dans l'état civil. Mais vous voyez que d'un côté, la possibilité d'un changement de sexe se trouve admise, mais de l'autre, la reconnaissance du changement de sexe se trouve subordonnée à des interventions de ce qu'on appelle aujourd'hui de réassignation sexuelle de nature hormonale et chirurgicale. Donc le principe d'indisponibilité de l'état des personnes est entamé, mais les mots de l'état civil ne peuvent être changés sans modification constatée des corps. Vous voyez, on peut changer d'état civil, mais il faut que, malgré tout, son corps ait suffisamment changé pour que ce changement puisse être entériné dans les mots. Cela étant, une fois agréé le fantasme que la personne transcende la différence des sexes, puisqu'il est possible d'en changer, un tel compromis ne pouvait guère durer, et c'est d'ailleurs, on peut dire, une des grandes caractéristiques des dites avancées sociétales, qu'elles laissent toujours leurs promoteurs insatisfaits. À peine une victoire remportée, le combat reprend, il faut toujours aller plus loin. Ce qui signifie, en l'occurrence, consacrer la toute-puissance des mots en déliant le changement d'état civil de la nécessité d'un changement corporel. Et c'est ce qui est arrivé 20 ans après, puisque en 2012 et 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie par 3 citoyens français qui ont mis en cause l'État français, qui avait rejeté leur demande de changement de sexe, en arguant qu'aucune modification de leur apparence physique n'était intervenue. Et dans son examen de la requête, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui l'a conduit à reconnaître que la Convention européenne des droits de l'homme implique un droit à l'autodétermination dont la liberté de définir son appartenance sexuelle est l'un des éléments les plus essentiels. Et elle a de plus, la Cour européenne des droits de l'homme, indiqué que le droit à l'épanouissement personnel et à l'intégrité physique et morale des personnes transsexuelles est garanti donc par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en conséquence, elle a estimé
que conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération ou d'un traitement stérilisant qu'elles ne souhaitent pas subir constitue un manquement par l'État défendeur à son obligation positive de garantir le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. Et donc la Cour a observé que du reste, l'État français s'était déjà lui-même conformé à ces nouvelles dispositions et que dès lors, le changement de sexe n'était plus subordonné au fait d'avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou quelconque modification hormonale. Et donc, en fait, on voit qu'à ce moment-là, le changement de sexe devient quelque chose de purement déclaratif. Donc, ce régime purement déclaratif de l'identité sexuelle accrédite une subalternisation du sexe par rapport au genre, déconnecté des réalités corporelles et considéré comme seule catégorie pertinente. Et ce passage du transsexualisme au transgenrisme n'empêche donc pas que des personnes recensées comme hommes puissent enfanter, ni que des personnes recensées comme femmes puissent féconder d'autres femmes. Alors, on peine cependant à comprendre ce que pourra continuer à signifier, en pareil cas, le fait d'être homme ou femme. Puisque, au bout du compte, la détermination farouche à changer de sexe apparaît contradictoire avec la récusation de la différence la plus fondamentale entre les sexes. Si, comme le veut Judith Butler, je la cite, « le langage jouit du pouvoir de créer ce qui est socialement réel à travers les actes locutoires des sujets parlants », fin de citation, on se demande quelle réalité sociale pourra encore engendrer le langage une fois que les mots auront cessé de renvoyer à quelque réalité que ce soit en dehors d'eux. La toute-puissance du langage, quand elle cherche à se réaliser, ne peut aboutir, à mon sens, qu'à une complète insignifiance de celui-ci. Mais essayons de comprendre ce qui rend possible une telle évolution. Et vous voyez la rapidité avec laquelle cette évolution s'est produite. Jusqu'en 1992, en France, il était absolument impossible de changer de sexe. 1992, on peut, à condition qu'il y ait des modifications corporelles. 2012, c'est terminé. Chacun, on a un droit. C'est garanti par la Cour européenne des droits de l'homme, on a le droit à l'autodétermination de son sexe sans que l'État y ait rien à redire, puisque ce serait à ce moment-là, s'il venait voir ce qui se passe dans mon pantalon, ce serait une atteinte à ma vie privée. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se passent, mais donc vous voyez que tout se passe en l'espace de 20 ans. Alors, essayons de comprendre ce qui rend possible une telle évolution. Alors, il en est qui attribuent ces évolutions récentes à l'influence exercée par le surpuissant lobby LGBT, QI+, etc. L'explication laisse cependant à désirer, car elle ne permet absolument pas de comprendre pourquoi ce lobby serait capable d'exercer une influence aussi gigantesque sur les législations des États et les mœurs de leurs citoyens. Et là, je cite une remarque pleine de sens de Fabrice Adjadj. Il dit « Si une poignée de lesbiennes très cérébrales était parvenue à conquérir les gouvernements nationaux et les institutions internationales avec une théorie du genre portée par quelques livres illisibles influencés par Michel Foucault, il y aurait de quoi les encenser, leur ériger des statuts ou du moins leur demander des cours sur la manière de s'y prendre pour séduire les puissants de ce monde. » Effectivement, ce serait vraiment, si c'était vraiment purement du lobbyisme, il y aurait vraiment des leçons à recevoir de ces personnes pour savoir comment s'y prendre
pour obtenir en si peu de temps des résultats aussi spectaculaires. Franchement, le lobby des pétroliers à côté ou le lobby pharmaceutique, c'est rien du tout. Non, extraordinaire. Bon, en fait, les troubles dans le genre n'ont la prégnance qu'on leur connaît qu'en raison d'un contexte général où le sens des réalités se trouve structurellement affaibli par les modes de vie dominants. Simone Weil, alors Simone Weil avec un W, je précise bien, Simone Weil voyait trois monstres régner sur la civilisation du XXe siècle: l'argent, le machinisme et l'algèbre. Alors, pourquoi ces trois monstres? En fait, chacun de ces monstres met à distance le monde tel qu'il nous est donné, nous empêche d'y faire attention, nous plonge dans un bain d'abstraction. Pourquoi l'algèbre? Eh bien, l'algèbre, c'est ce qui permet de calculer sans voir. L'algèbre dispose des grandeurs sans savoir à quoi ces grandeurs correspondent concrètement. Vous avez une équation qui est écrite, vous en manipulez les termes, vous faites des transformations, etc. Mais ce qu'il y a derrière les inconnus, ça peut être absolument n'importe quoi. Bon. Le machinisme sépare le travailleur du produit de son travail, les rend étrangers l'un à l'autre. Les objets sont fabriqués par la machine que le travailleur se contente de servir. Alors que dans l'artisanat, l'objet est fabriqué par l'artisan, dans le machinisme, l'objet est fabriqué par la machine dont l'ouvrier est un servant. Quant à l'argent, il s'impose comme un moyen universel, subsumant toutes les fins, un équivalent général qui relativise, sinon abolit, toutes les différences ontologiques, puisque tout finalement se ramène à un prix. Alors, le règne de l'argent va de pair avec une division du travail poussée à l'extrême, qui elle aussi contribue puissamment à mettre pour chacun le monde à distance, puisque nous accomplissons tous des tâches extrêmement spécialisées, en l'échange desquelles nous recevons de l'argent, qui nous sert ensuite à acquérir ce dont nous avons besoin ou envie. Quant à la façon dont ce que nous consommons a été produit, elle nous échappe complètement. Et pour les habitants des grandes métropoles, qui réunissent une part sans cesse croissante de la population mondiale, la nourriture est ce qui s'achète au supermarché, et même de plus en plus ce qui est commandé par smartphone est livré à la porte. Et dans ce cas, remarquez-le bien, c'est par des mots, qu'ils soient prononcés dans un téléphone ou cochés sur un écran, que les aliments sont obtenus. Et toute la chaîne qui va des champs et des animaux à ce qui se mange est dissimulée comme effacée. Les mots semblent alors investis d'un pouvoir magique. On dit « assiette, remplis-toi » et l'assiette se trouve remplie. Le monde dans lequel les liens entre les mots et le corps sont récusés, un mot où il est admis comme un droit humain fondamental qu'un homme puisse être une femme et réciproquement, et le même monde où l'on mange des plats commandés par une appli, réchauffés au four à micro-ondes. Pas d'industrie agroalimentaire, de grande distribution, de Domino's Pizza et de Sushi Express, pas d'impact pour la théorie du genre. Et il faut bien comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Et donc en fait, ça n'est pas le lobby LGBT qui est surpuissant, c'est que en fait, il n'a une forme de puissance que parce que en fait, il agit dans le monde que je viens de décrire. Et c'est le lieu ici, il me semble, de souligner un immense paradoxe. C'est que les déconstructeurs, comme on les appelle ou comme ils s'appellent eux-mêmes, qui prétendent révéler tout l'artifice
dissimulé derrière les catégories qui nous paraissent, ou qui paraissaient jusqu'à une date récente, les plus naturelles. Bon, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il faut que le rapport au réel soit neutralisé, soit médiatisé par un dispositif économico-technologico, scientifico, enfin tout ce que vous voulez, il faut que le rapport au réel soit médiatisé par un dispositif gigantesque et omniprésent pour que leurs propos aient un semblant de vraisemblance. Autrement dit, c'est adossé à un gigantesque artifice que les déconstructeurs peuvent dénoncer l'artifice, alors qu'ils ne font en vérité qu'y ajouter une couche supplémentaire. Et en plus, une couche perverse, parce qu'elle se donne pour l'opposé, en réalité, de ce qu'elle est. Alors, pour terminer, je voudrais m'appesantir un instant parmi les trois monstres pointés par Simone Weil. Je le rappelle, algèbre, machinisme, argent, sur le cas de l'argent. Le rôle joué par l'économie monétaire dans la déliaison entre les mots d'une part, les corps et les choses d'autre part est très important. Mais attention, il faut quand même prendre garde à ne pas dire trop de mal de l'économie monétaire en tant que telle. La monnaie existe depuis extrêmement longtemps et son émergence a été un accomplissement extraordinaire de l'humanité. Les activités humaines ont beau être extrêmement diverses et par bien des aspects incommensurables les unes aux autres, elles n'en ont pas moins aussi une homogénéité en ce qu'elles contribuent chacune à sa manière propre à produire ce qui est utile à tous et à faire vivre le monde commun. Comme l'a écrit Giuseppe Capograssi, la monnaie est née de l'exigence de mesurer les forces multiples qui font ce monde avec une mesure unique qui soit précisément l'expression concrète et articulée de leur adéquation réciproque et de l'unité qu'elles forment. Elle est, je cite toujours Capograssi, le signe visible, précis, positif de cette unité. Alors, cela étant, depuis le XIXe siècle, quelque chose a changé. En fait, deux transformations majeures se sont produites. D'une part, l'économie a changé de statut. Dans les termes de Karl Polanyi, nous sommes passés d'une économie encastrée ou enchâssée, embedded en anglais, une économie encastrée dans l'ensemble de la culture humaine, qui lui ménageait un espace tout en lui assignant des bornes. Nous sommes passés de cette économie encastrée à une économie désencastrée, déchaînée, qui impose ses règles à la société tout entière, organisée par et pour le marché. D'autre part, la monnaie a elle aussi changé de statut. Capograssi en parlait comme d'un signe qui s'incorpore lui-même à une valeur, à un bien ayant de la valeur, selon la loi constante qui domine toute l'expérience, de l'idée qui prend corps, qui s'incarne dans un signe visible et matériel. Tel était le cas avec la monnaie métallique. Mais ce qui circule désormais est une monnaie scripturale consistant en nombres inscrits dans les registres ou les fichiers des banques et déliés de toute contrepartie matérielle depuis que l'étalon or a été progressivement abandonné au cours du XXe siècle. Et c'est en 1956 seulement que le Congrès américain a voté une loi approuvée par le président Eisenhower stipulant que la devise « In God we trust » devait apparaître sur toutes les pièces et billets américains. Et ça trahit un effort aussi méritoire que douteux pour garantir la valeur d'une monnaie qui a perdu tout ancrage dans les choses. Mais vous voyez que le « In God we trust » est extrêmement récent. Et il vient justement au moment
il vient s'inscrire sur les pièces et les billets au moment où celles-ci perdent toute contrepartie dans un trésor détenu quelque part. Et un parallèle devrait faire réfléchir. Pendant que la sphère monétaire s'autonomisait avec la diffusion de signes monétaires qui ont perdu leur contrepartie métallique, se développaient, à partir de Ferdinand de Saussure dans la première décennie du XXe siècle, des théories purement structuralistes de la langue. Et ce parallèle fut établi par Ferdinand de Saussure lui-même, qui, là je cite quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Jean-Joseph Gou, qui a insisté sur ce point. Donc, quand Saussure introduit la rupture théorique qui fait passer de la langue nomenclature à la langue système, Saussure se réclame d'une comparaison avec la valeur en économie. Le passage d'une langue nomenclature, où un mot vaut pour une chose, à une langue système, où un mot n'a de valeur que de position en relation avec d'autres mots, eh bien, ce passage s'appuie explicitement sur l'homologie avec la valeur monétaire dans son statut purement nominaliste. Pour Saussure, l'axe bancaire et financier des changes, donc de la monnaie contre de la monnaie, domine l'axe marchand des échanges, de la monnaie contre une marchandise. Et c'est sur ce modèle qu'il pense la langue comme un système de valeurs pures, défini essentiellement, et où ni la chose ni l'idée ne préexistent pour fixer la valeur d'un mot.